ravie de vous retrouver ce matin en compagnie d'une personne que l'on attendait depuis longtemps. On se languissait de lui. Enfin, il est sur le plateau de thé au café et c'est Danny Cohn-Bendit qui est avec nous. Bonjour, Danny Cohn-Bendit. Bonjour. Mais c'est vrai, qu'est-ce que vous êtes fait attendre pendant des années? Ah là là. Enfin, vous êtes là. En fait, c'est... Et vous aimez vous faire attendre. les femmes aussi, de temps en temps. Oui, c'est vrai. C'est un grand jeu. Vous pensez que c'est aussi une je manière crois. de séduire? C'est possible. Oui. C'est possible. Vous êtes le seul invité qui refuse tout maquillage et tout coiffure. Toute coiffure. Bah D'ailleurs, oui. ça se voit. Oui, je suis comme je suis. Oui, vous aimez le naturel. Voilà, exactement. Alors, en revanche, là, vous nous avez surpris parce que, bon, mai 68, évidemment, on s'attendait à ce que Danny Cohn-Bendit nous parle de son mai 68. Vous publiez Sous les crampons, la plage. Alors, évidemment, il y a une petite relation quand même avec 68 en raison du slogan, mais vous nous parlez de football. En fait, est-ce que c'est un trait de votre caractère de vouloir surprendre? Est-ce que vous aimez ça? C'est sûrement un trait de mon caractère de vouloir prendre les gens à contre-pied, qui est un terme de football. C'est-à-dire, oui, j'ai pas toujours envie d'être là où on m'attend. Donc voilà, c'est une manière peut-être, disons, de définir ma personnalité. Qu'est-ce qui est essentiel de savoir de vous? Comme ça, en deux adjectifs. Quelqu'un qui est sympa et quelqu'un qui a de l'ironie, mais qui peut être triste. Cette photo, elle nous ramène à quelques années, évidemment. C'est votre maman? C'est ma mère, c'est Oui. ma mère, C'est vous, moi. à côté. Voilà, exactement. Ouais. Vous dites, d'ailleurs, vous en parlez, vous racontez le contexte de votre naissance. Oui, il est quand même particulier. Mes parents étaient réfugiés. Ils étaient donc d'abord à Paris, puis après l'invasion allemande, ils ont été à Montauban. Mon père a fait un détour. Bref, ils avaient une maison d'enfants pour jeunes, pour enfants juifs dont les parents étaient déportés. Puis après, ils ont dû cacher les enfants, dont mon frère, qui est né en 1936, chez les paysans. Mes parents étaient cachés aussi. Et donc, je suis né en avril 1945. Est-ce que vous pensez être un enfant de l'amour? Je suis un enfant de l'amour, mais surtout un enfant de la liberté. Enfin, mes parents, parce que, voilà, en 1944, quand ils ont appris le débarquement en Normandie, l'espoir est revenu. Et je suis un enfant donc de l'espoir et de la liberté. J'ai été conçu après le débarquement. Vous pensez qu'ils n'ont pas été déçus par vous? Écoutez, ils n'ont pas été déçus. Mon père est mort, j'avais 14 ans, et ma mère est morte, j'avais 17 ans. Très précocement. Oui, donc, mais j'avais mon grand frère, j'ai toujours mon grand frère qui a 9 ans de plus que moi et qui a été, avec sa femme, ils ont été un peu, disons, un ersatz de mes parents. Vous avez été apatride jusqu'à l'âge de 14 ans. Est-ce que ça a laissé des traces sur votre perception de la vie? Ça a laissé une trace, c'est que moi, disons, la nationalité, j'ai été donc apatride jusqu'à 14 ans, puis allemand, et à 70 ans, ou je ne sais pas quoi, j'ai eu la double nationalité. Je crois que la double nationalité, c'est mon identité réelle. Donc, vous dites bien que vous êtes européen avant tout. Hein? Oui, je suis européen, mais je suis surtout franco-allemand, donc franco-allemand qui est le cœur de l'Europe. Quand Bernard Cazeneuve vous a appelé pour vous dire « ça y est, tu l'as », je ne sais pas si vous tutoie, la nationalité française, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah ben c'était très drôle, j'étais avec ma femme sur l'autoroute en Floride, on descendait vers Miami en voiture, il m'a appelé, il m'a dit voilà, je viens de signer ta nationalité française. J'étais content. D'abord, c'était un geste sympathique de sa part. Il a eu une phrase gentille. Et puis voilà. Non, je me dis, voilà, maintenant, je suis réellement ce que je suis. C'est-à-dire français et allemand ou allemand et français. Votre apprentissage musical, il est illustré par, vous m'expliquerez quelle raison, en deux mots, tout d'abord par ça. West Side Story? Voilà, West Side. J'avais, je sais pas, oui, si, j'avais 14, 15 ans, et j'ai vu le film, et j'ai absolument voulu revoir ce film avec ma mère. Je crois que c'est le dernier film que j'ai vu avec ma mère, qui habitait encore à Paris à l'époque.
Moi, j'étais dans un internat en Allemagne. Et pour moi, ça a été après les westerns, ça a été, et avant À bout de souffle, ça a été une de mes grandes émotions cinématographiques qui m'est restée. Donc j'ai dû voir ce film une dizaine de fois depuis. Et ceci John Baez. Et Bob Dylan. John Baez. Alors moi, il y a deux histoires, John Baez, Bob Dylan. La première fois, j'étais aux États-Unis, donc c'était 64, 65. Des fois, je déraille un peu dans les dates. Ah, c'est l'âge. Ouais, et c'est l'âge, exactement. Mais j'ai déraillé très jeune avec les dates. Bon, enfin bref. Et il y avait un concert de John Baez à Forest Hill. C'est là où on jouait au tennis avant Flashing Meadows, c'était là. Et c'est là qu'elle chantait, donc elle commence à chanter. J'étais avec un copain. Et au bout d'un quart d'heure, elle dit, vous savez, c'est ennuyeux de chanter tout seul. Et donc, j'ai demandé à un copain de venir. Et tout le stade s'est levé. Bob Dylan. Et c'était Bob Dylan. Wow. Mais moi, je ne connaissais pas. Et là, il entre avec sa guitare sur le dos, ce petit bonhomme. Et ils ont chanté ensemble pendant 2 heures. C'était absolument Vous les magnifique. avez rencontrés ensuite? John Baez. John Baez. Alors ensuite, on est beaucoup plus tard. On est en 68, en avril 68. John Baez chante à Paris. Et comme il y a des mouvements étudiants, elle veut discuter avec des étudiants. Avec vous. Et non, elle veut discuter. Donc, il loue le Bullier. C'est une salle de sport, disons. Et là, il y a 1500, 2000 étudiants. Elle commence à discuter. Elle défend le mouvement contre la guerre du Vietnam, pacifiste, non violent. Et là, tous les gauchos marxistes qui existent, Mao, Trotsky, lui font la leçon en disant « mais la non-violence, ça ne marche pas, la bourgeoisie est armée, la révolution, elle est armée, il faut prendre le pouvoir avec le fusil, etc. » Et ça m'a énervé. Je suis monté sur scène, c'était après le 22 mars, et je l'ai défendu en disant « mais arrêtez, ils viennent aux États-Unis, c'est un des moments les plus forts, ils arrêtent la guerre du Vietnam, et vous avez qu'une chose, c'est lui faire la leçon, vous êtes quand même des débiles mentaux, etc. » Et c'est là que je l'ai rencontré, et je l'ai revu après, une autre fois aux États-Unis. Que Bob Dylan ne se soit pas présenté au Nobel, ça vous a agacé? Vous l'avez compris? C'est Bob Dylan. D'accord. C'est Bob Dylan. D'accord, on lui pardonne tout. Ah ben oui, ouais. C'est un génie. Alors les génies, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme ça dans la vie. Il est ce qu'il est. Et je ne vois pas pourquoi on lui ferait la leçon. Et d'ailleurs, après ce qu'il a envoyé... un texte, il est très beau, ce texte, très, très, très travaillé, etc. On revient en arrière avec vos couleurs. Votre portrait par Laurence Boulet. Pour Daniel Cohn-Bendit, ancien apatride, nous avons créé un drapeau aux couleurs de sa vie. Le rouge d'abord, en hommage à son surnom Dany le Rouge. Étudiant en sociaux à Nanterre, il devient la figure emblématique de mai 68. Ce leader de la contestation étudiante aime déjà prendre la parole en public. Nous occupons la Sorbonne! Et il devient très vite le symbole de la révolte contre l'ordre établi. Certains voient en lui un révolutionnaire. Frappé par un arrêté d'expulsion, il reste indésirable sur le territoire français jusqu'en 1978. Il s'installe alors à Francfort, où il vit en communauté. Le mythe est né. Le Vert pour son engagement dans le parti écologiste allemand dans les années 80, puis en 99 chez les Verts français. C'est mon premier meeting à Paris après mai 68. Depuis toujours, il a un pied de chaque côté du Rhin. Je suis vert européen. En France, il lance le mouvement Europe Écologie et décroche plus de 16% aux européennes en 2009. Le meilleur score jamais obtenu par les écologistes. Cette journée aujourd'hui peut être un grand moment pour l'écologie politique. Avec cette victoire, une nouvelle fois, il entre dans l'histoire. Le bleu pour l'Europe, bien sûr. Il est élu pour la première fois au Parlement européen en 1994. C'est un spectacle drôle. Il y a regardez comme je suis important, je suis député. C'est là qu'il mène ses principaux combats. Cet ardent défenseur d'une Europe fédérale lutte sans relâche contre l'euroscepticisme. Au Parlement, il impose un style tantôt révolté, c'est minable d'aller à l'ouverture des Jeux Olympiques. Tantôt décontracté. François, je t'ai compris. Excellent orateur, ses interventions ne laissent jamais indifférent. N'ayez pas peur d'affronter les bêtises de l'extrême droite et de l'extrême gauche quand ils parlent de l'Europe. Et son dernier discours après 20 ans de Parlement est largement applaudi. Rouge, vert, bleu, des couleurs vives car la vie avec Daniel Cohn-Bendit n'est jamais en demi-teinte.
En revoyant ces images, de quoi vous êtes le plus fier? Alors, vous n'allez pas aimer le mot, je suis sûre, mais est-ce que vous avez un contentement quand même, une satisfaction? Oui, je crois que la chose dont je suis le plus fier, c'est que j'ai une biographie qui se tient. Même si... Elle est cohérente? Elle est cohérente dans son incohérence. C'est-à-dire que c'est très simple. Évidemment que quand j'avais 23 ans, que j'étais révolutionnaire, qu'on disait élection piège à con, c'était une émotion que j'ai gardée, même si le contenu de mon discours est totalement différent. Mais je crois que cette envie d'accepter la révolte et surtout de dire ma vérité. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais quand on dit parler vrai, je parle vraiment ce que je pense. On regarde la célèbre photo, bien sûr, en noir et blanc, vous face à un CRS. Qu'est-ce que vous diriez à ce jeune homme? Pas le CRS, mais à vous. Il est mignon. Ouais. Je trouve qu'il est mignon. Ouais. C'est un regard mignon. Et à part ça, Il n'y a pas de haine dans le regard. non, il n'y a pas du tout de haine. Et ça, j'aime beaucoup quand, même dans les mouvements, il n'y ait pas de haine. Il y a un défi, c'est il l'espiègle, si vous voulez. Et ça, c'est romantique. Lorsque vous avez été expulsé de France, vous revenez plusieurs fois caché dans la voiture de la comédienne Marie-France Pizier. Non, ou pas? c'est plus compliqué. C'est plus compliqué ou plus simple, Oui. cette histoire. C'était Non, joli, fait, en tout cas. C'est joli. Oui. C'est joli. C'est-à-dire que je suis revenu, après mon expulsion, donc en 68, je suis revenu à Paris par des réseaux qui avaient été des réseaux qui existaient depuis la guerre d'Algérie. Donc illégalement. Illégalement, passant par le Luxembourg, entrant en France. Je me suis retrouvé à la Sorbonne. Je suis resté une dizaine de jours à Paris et je suis ressorti de France avec Marie-France Pizier. Caché donc, dans sa voiture? Pas caché, j'étais côté, puis arrivé à la frontière, vous passez à pied, c'est très facile, entre la France et le Luxembourg, vous sortez, puis je l'ai repris derrière la frontière, et on a continué. Ça, c'est quand même la part romanesque aussi de votre vie. C'est romanesque, oui, et puis la rencontre avec Marie-France, c'est romanesque. C'est-à-dire un jeune, disons, révolté qui se rêve en révolutionnaire, qui rencontre une belle actrice, ça aurait pu donner un beau roman. Ça a donné une belle histoire. Bon, mais c'est comme ça. Vous avez fait un état des lieux un peu de la France. Hein, c'est un documentaire qui va passer le 21 mai sur France 5. Qu'est-ce que vous avez gardé, vous, de cette expérience? Quelque chose de prépondérant? Qu'en fait, même quand... Bon, on a rencontré, si vous voulez, une cinquantaine de personnes, de rencontres, pas de personnes, de rencontres, ouvriers, paysans, des jeunes, j'ai dîné avec 25 personnes du Front National. Il y a de toute la France, des musulmans, enfin de toute la France. Le président de la République, qui est aussi dans ce film, dans une scène qui va être culte. Pourquoi? Ouais. Parce que, vous allez voir, ça c'est la surprise. À l'Élysée? Vous allez voir, mais ça serait idiot qu'on soit à l'Élysée. Donc ailleurs. Et donc, pour dire que ça, ce que j'ai, c'est qu'en fait, derrière des fois des angoisses, il y a dans ce pays une énergie positive. Vous parliez d'Emmanuel Macron, je sais que vous le rencontrez. Est-ce que vous êtes suffisamment à l'aise pour lui dire ces 4 vérités? Ah oui, ça, sans problème. Ah oui. Sans problème. Et lui, il est à l'aise pour me dire mes 4 vérités. Ah oui, non, là, il n'y a qu'un problème. On y va la plupart du temps. Vous vous sentez à égalité? C'est pas qu'on se sente à égalité, on sait comme ça. D'ailleurs, qu'il y a eu un débat qui a été organisé à l'université de Francfort, avant qu'il aille à la foire du livre de Francfort, et je le tutoie en public, et c'est comme ça. Il dit pas oui, il dit pas non, c'est comme ça. Vous avez l'impression qu'il vous écoute? Il m'écoute, oui, ça ne veut pas dire qu'il me suit. Tout le monde me dit, ouais, enfin, Cohn-Bendit, il a rejoint Macron. Je dis non. Pour moi, dans mon fort antérieur, c'est lui qui m'a rejoint sur l'Europe. C'est pour ça que quand on me dit tu fais la claque à la Sorbonne, son discours, je m'applaudis moi-même. Je trouve qu'il y a dans ce discours des choses qu'on a discutées ensemble. C'est ça qui me fascine. Voilà. Puis il y a d'autres discours quand c'est pas sur l'Europe où c'est pas du tout ma tasse de thé ou café.
Aujourd'hui, Danny Cohn-Bendit, vous êtes retiré de la politique. Est-ce que c'est pour toujours je vous poserai la question tout à l'heure. Nous sommes allés vous voir à Francfort. Là, vous nous avez formidablement bien accueillis, puisque vous nous avez reçus chez vous. C'est Laurence Boulet et Solène Doer-Flinger qui étaient avec vous. Bonjour. Bonjour. Quand je sors toujours avec mon vélo. En fait, c'est le plus pratique. Comme notre fils nous a confisqué notre voiture, donc ça va très bien, quoi. Vous me suivez, on va chez moi et après on verra. D'accord? Moi, ça fait maintenant plus de 50 ans que j'habite à Francfort. C'est un quartier classe moyenne qui vote à 35% écolo. Voilà. Donc ça vous va bien? Ça me va bien, voilà. C'est un copain qui avait acheté la maison, qui nous a proposé à des amis d'avoir chacun un étage. Et on a une terrasse collective où l'été, on peut manger ensemble. J'ai habité 30 ans, 25 ans en communauté et je trouve qu'un espace collectif, c'est bien. Vous êtes entouré de livres? Ça m'inspire, c'est un peu toute une histoire qui s'étale sur 50 mètres d'étagère. Ici, vous avez tout ce qui est relié un peu à 68. Là. Je feuillette un peu tout ce qui est écrit sur 68. Visiblement, ça inspire. Il y a beaucoup de bêtises? Énormément. Ça vous amuse? Ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse beaucoup, ça c'est vrai. Est-ce que vous vivez comme un personnage historique? Je ne me vis pas, mais je suis un personnage historique, visiblement, quoi. Mais je ne me vis pas personnellement comme ça. Vous avez jamais eu la grosse tête? J'ai eu la grosse tête, sûrement, mais j'avais peut-être, quand j'étais plus jeune aussi, la grosse tête. Ça a amplifié ma grosse tête, disons. Mais bon, après, ça s'est calmé, puis c'est revenu, enfin, ça... C'est cyclique. Quand je fais ma chronique à Europe, je me mets dans ce cagibi, là. Voilà. Je me mets, j'appuie. Allô? Allô, allô? Là, je suis connecté à Europe, et comme ça, je peux, en direct, envoyer ma chronique. Et pourquoi un KGB? Vous avez trouvé que c'était le meilleur endroit? Parce que ça ne résonne pas. C'est comme dans un studio. Et c'est parfait, tout le monde croit que je suis à Paris. Et je ne suis pas à Paris. Vous me suivez? On est au centre de la ville. Vous voyez les banques derrière, là. C'est une des villes les plus riches d'Allemagne. Et avec le Brexit, ça ne va pas s'améliorer. Ça, c'est la mairie, c'est là où j'ai sévi pendant 6 ans. J'étais adjoint au maire, responsable de l'immigration. C'était passionnant. Quand vous avez 33-34% de migrants, 25 nationalités, c'est complexe, c'est intéressant, c'est multiple. C'est moi qui ai initié l'Office des affaires multiculturelles. C'est la première fois qu'en Allemagne, il y avait vraiment... la ville déclarait que c'était de son devoir d'organiser l'intégration. Et donc, je suis très fier et d'ailleurs très connu en Allemagne pour ça. Les gens sont très cool. Ils me regardent, ils ne me dérangent pas. Mais même à Paris, c'est la même chose. Vous avez toujours le sourire. C'est pour la caméra ou... Non, je souris beaucoup. Vous êtes heureux? Oui, je suis optimiste. Je suis très optimiste, donc je souris, voilà. Vous croyez que les choses s'arrangent? Les choses s'arrangent, oui, je crois que c'est toujours la blague juive, quoi. Quand vous avez 2 possibilités, choisissez toujours la 3e. Je crois que c'est ça mon style de vie. Moi, j'ai adoré le cagibi dans lequel vous faites votre papier tous les midis pour Europe 1. Mais ma femme me dit toujours, ça, c'est le cagibi de la résistance. C'est l'appel de Londres. C'est le résistant qui se cache pour parler « Allô, ici ça, Paris, oui. Allô, Paris ». Mais vous savez qu'on vous entend partout quand même. À part le physique, qu'est-ce qui a changé en vous en 50 ans? Disons que je suis devenu, plus rationnel. Disons, la folie positive de la révolte s'est transformée. Aujourd'hui, j'ai plus, d'abord une utopie qui est l'utopie européenne que j'ai développée au cours des années. C'est de la sagesse? Des fois, je suis pas tellement sage, mais c'est l'intelligence de l'âge.
C'est pas toujours de la sagesse. Et puis, ce qui a beaucoup changé, c'est que à 23 ans, j'aurais jamais cru de me marier. Donc, je me suis marié. Nous vivons ensemble depuis 32 ans. On s'est mariés après 17 ans de vie en couple. Pourquoi ce besoin d'un cadre institutionnel? C'est pas un cadre institutionnel, c'est en fait c'est ma femme qui m'a fait une déclaration, une déclaration en disant maintenant on va se marier. C'était à l'époque où en même temps moi j'avais dit que j'allais faire une campagne en France et on a senti le besoin de bien décrire les choses, même si je fais une campagne, ma première campagne européenne en France, donc en 99. Ça veut pas dire que je rentre en France, voilà. Mais notre fils avait 7 ans. Déjà. Vous avez attendu très longtemps pour être père. Oui, enfin, vous aviez c'est plus compliqué. 45 ans? Ouais, mais en fait, j'ai découvert il y a 6 ans que j'avais une fille qui a 43 ans. Donc, j'ai été très, très jeune père. C'est incroyable, cette histoire. Ouais, c'est l'histoire comme ça. Racontez-la. C'est, disons, c'est un copain. J'ai eu une histoire avec cette femme un après-midi, donc en 1973. Vous en avez le souvenir? Oui, bien sûr que j'en ai le souvenir, même si c'est un après-midi. Et en fait, ils sont restés ensemble et le père croyait que c'était lui le père. On a vécu ensemble en communauté. Et lui, elle, très jeune, elle a aimé le football. Son père, social, si on veut, n'aimait pas. C'est moi qui l'emmenais de temps en temps voir les matchs de foot, etc. Enfin, quand elle jouait. Et puis, au fil des années, sa mère s'est déclarée, a dit « c'est pas sûr que ce soit ton père ». Et donc, on a fait tout ce qu'il fallait. Et puis, c'est moi le père. Et donc, un test ADN, un test ADN, sans problème. Elle m'a demandé, parce que sa mère lui dit il y avait 3 possibilités. Et puis, voilà. Et au début, ça a été assez difficile parce qu'elle a voulu rattraper 40 ans, qui n'est pas possible. Mais maintenant, ça va très bien. Elle s'entend très bien avec mon fils. Elle s'entend très bien avec le premier fils de ma femme, avec toute la famille. Nous, on fête Noël recomposé. On est 17, donc il y a l'ex-mari de ma femme, sa femme, ses enfants, les petits-enfants, nos enfants. Et tout le monde s'entend? Tout le monde s'entend très bien. Le foot, c'est de la gourmandise. On aime toute sa vie ce que l'on a aimé enfant. C'est ce que vous dites. Le livre que j'ai écrit, là, Sous les crampons, la plage, c'est devenu une nouvelle forme de biographie. C'est-à-dire que je raconte ma vie, mais tout ça, c'est relié à mon évolution avec le football, avec mes considérations du football, avec mes amours du football. Et ça évolue au fil du temps. D'ailleurs, vous racontez dans le livre, mais vous avez un comportement un peu étrange quand même, non? Devant l'écran ou dans un stade, vous n'êtes plus vous, quoi. Et c'est ça. Et mon fils, d'ailleurs, et ses amis se foutent de moi toujours. C'est vrai, quand je regarde un match, je commande, je suis l'entraîneur, le capitaine de l'équipe, passe à droite, passe à gauche, mais pourquoi tu as fait ça? Enfin, oui, c'est vrai. Mais c'est... À partir du moment où vous avez une passion du foot et le monde extérieur n'existe plus, vous regardez votre match. Vous soutenez toujours en fait, l'équipe de France? Je soutiens toujours. Alors là, c'est très politique, c'est infra-politique même. C'est vrai que, vu l'histoire, l'histoire de mes parents réfugiés, je suis toujours pour l'équipe de France contre l'équipe d'Allemagne. Toujours, toujours, toujours. C'est irrationnel, des fois c'est idiot, parce que les Allemands, des fois, sont meilleurs, mais ça fait rien. C'est le seul moment... C'est un parti pris. C'est un parti pris, un a priori qui est très fort. Alors vous regrettez dans le livre, d'ailleurs, vous consacrez un chapitre à l'argent. Oui. Alors là, évidemment, l'argent tarit en fait ce sport. Mais comment on peut aller à l'encontre de ça? C'est comme la mondialisation. Il faut réguler. Vous devez réguler la mondialisation pour qu'elle soit plus écologiquement responsable, socialement responsable. Et c'est la même chose avec le foot, avec le football. Et Michel Platini, quand il était président de l'UEFA, il avait commencé avec, disons, la responsabilité fiscale,
de maîtriser les salaires, etc. Et il faut aller dans ces conséquences. Il faut aller dans cette direction. Michel Platini, vous en parlez. Il est vrai que lui, il était favorable aux Coupes du Monde au Qatar, en Russie et au Qatar. Vous, alors, pas du tout. Non, moi je dis que... Alors, pour la Russie, aujourd'hui, je dis, vu ce qui se passe, ce qui s'est passé en Crimée, ce qui s'est passé en Syrie, je suis pour le boycott politique. C'est-à-dire que les politiques ne vont pas en Russie. On ne veut pas serrer la pince à Poutine après ce qui s'est passé en Crimée et aujourd'hui. Oui, mais Platini dit, lui, ce qui est important, c'est le développement, en fait, de ce sport, de cette discipline, où oui, que mais ce soit. Le sport peut se développer, mais on me dit toujours, le sport et la politique, c'est pas la même chose. Quand le tirage au sort de la Coupe du Monde, celle qui va avoir lieu en Russie, a eu lieu au Kremlin, a été inauguré, enfin c'est le premier discours, ça a été par Poutine. C'est un acte politique. Il y a une instrumentalisation politique. Et à cela, il faut dire non. Et si demain, je rêve, des joueurs d'une équipe, je ne sais pas, les Islandais ou les Français, arrivaient en s'échauffant avec un maillot revendiquant la liberté de l'orientation sexuelle, en voyant cela en pleine face de Vladimir Poutine, je trouvais ça extraordinaire. Vous, c'est ce que vous feriez. Ouais, mais je ne serais jamais en équipe nationale, donc Et c'est facile. Et d'autant plus que vous êtes interdit. Je suis interdit en Russie, Pourquoi? mais ça, c'est mon honneur. Mais parce que j'ai souvent critiqué et attaqué le régime poutinien au Parlement européen, et au moment où il y a eu des interdictions pour pas mal, disons, de responsables économiques et politiques russes d'aller aux États-Unis ou en Europe, eh bien, ils ont fait une liste aussi de 60 noms, et à mon honneur, j'étais dedans. Vous comprenez, vous, l'attitude de Depardieu, qui est fanatique de Poutine? Non, mais vous savez, Depardieu est un grand acteur, mais il peut être aussi politiquement crétin. Mais c'est un grand acteur. Est-ce que vous auriez aimé être footballeur, vous? Vraiment le joueur, Non, je crois pas. C'est trop dur. Non. Est-ce que vous pouvez taper dans un ballon et là nous faire des tirs au but? Vous savez, j'ai 2 hanches donc artificielles, donc je suis plus un grand joueur. Mais évidemment, je peux taper dans un ballon. Ça va. Je peux taper Même dans moi, un ballon. j'y arriverais, Il n'y a je pas pense. de goal, etc. C'est pas compliqué. Pas trop compliqué. Non, c'est pas compliqué. Regardez-moi. C'est pas compliqué. Cette belle image. Vous voyez, ça Bon, marche. Facile. Facile, ouais. Et d'un, on s'arrête à combien? Deux. Vous voulez encore quelque chose? Non, mais c'est trop facile. Ouais, Trop non, facile. là, j'arrête parce qu'après, on va dire Oui. ça marche plus. C'est ça. Qu'on avait triché. Alors, vous pariez sur l'essor du foot féminin? Oui. D'ailleurs, ça se voit. On voit le foot féminin, petit à petit, disons, devient de plus en plus populaire. Et de plus en plus à la télévision. Et de plus en plus. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été commandé, qui a débuté par l'équipe nationale du Danemark et de Suède et de Norvège, qui est que, sous le maillot national, les femmes joueuses dans leur équipe gagnent autant que les hommes. Et il est inadmissible qu'en équipe de France, eh bien, les femmes qui portent le maillot bleu-blanc-rouge, qui écoutent la Marseillaise, qui jouent sous le son de la Marseillaise, eh bien, n'aient pas le même salaire que les hommes en équipe nationale. Il n'y a aucune justification à cette différence. Comme au tennis. Comme au tennis d'ailleurs, etc. Et c'est un combat qu'il faut soutenir et qu'il faut mener. Danny Cohn-Bendit, vous nous avez dit, vous êtes très famille. Est-ce que vous êtes aussi ami et fidèle en amitié? Oui. Ouais. Oui, j'ai des copains, ou des amis depuis des longues années. Donc Alors, solide. Oui, très solide. Mais vous savez, on allait ensemble en vacances avec les enfants, on campait ensemble. Non, oui, évidemment que... Alors, il y en a des plus récents en amitié. Alors, nous, on a mêlé justement famille et amitié avec Gabriel, votre frère, et Thomas Soto, le journaliste. Dany, c'est le seul, moi, à Europe 1 qui m'impressionnait. Je me dis, merde, à chaque fois que je prenais mon téléphone pour l'appeler l'après-midi, c'est Danny Cohn-Bendit, quoi. Dany est un peu à part. C'est devenu un mythe. Et en fait, au bout d'un moment, c'est Dany, puis après, c'est Danette, parce que moi, je l'appelle Danette. C'est une chaleur humaine comme j'en ai rarement vu Dany. C'est mon coup de cœur. Dany fait attention aux autres. Il a beaucoup d'humour. Il a beaucoup de second degré. C'est les armes de Dany, rigoler. Et c'est un mélange d'orgueil
parce qu'il sait qui il est quand même, hein. Il sait qui est Danny Cohn-Bendit, et de fraîcheur et de remise en cause permanente. C'est une machine intellectuelle qui s'arrête jamais. Et il n'est pas toujours d'accord avec lui, Danny, parce qu'il évolue et il n'est pas dogmatique. Il se prend pas pour... voilà, il s'est jamais pris pour un grand chef, un grand révolutionnaire. Lénine, Trotsky, c'est pas ses idéaux. C'est pas complètement un homme politique, Danny. C'est un homme qui fait de la politique, qui a toujours fait de la politique, qui a la politique qui coule dans ses veines, mais il n'est pas mu par la quête obsessionnelle du Graal, qui est, en l'occurrence, la clé de l'Élysée. C'est un électron libre. Ce qui l'intéresse, c'est de faire avancer l'idée à laquelle il croit. Il peut même être chiant parce qu'il est obsessionnel parfois sur certaines idées. Il y a des fois, vous lui dites bonjour et il vous parle du Parlement allemand. Vous dites, c'est bon, Danette. Mais il parle avec ses tripes. Oui, ça, je crois qu'il est émotif. Peut-être d'ailleurs qu'il se laisse un peu déborder par son émotion de temps en temps. On entend sa voix qui chevrotte. Il a la voix qui chevrotte parce que voilà, il se laisse prendre et qu'il est, il est authentique. Alors, est-ce que des fois, il faudrait qu'il contrôle un peu mieux tout ça ou pas ? Moi, je suis pas sûr, parce qu'il commence à vouloir refaire un Danny pasteurisé, ça n'aura plus de goût. C'est un personnage assez... voilà, il extériorise. Quand les gens l'emmerdent, il le dit, Danny. Toi, je suis pas d'accord et tu m'emmerdes. Voilà, tu m'emmerdes. Je pense que vraiment, Danny a mené une vie telle qu'il l'entendait. Danny, c'est carpe diem et quand même garde les yeux ouverts, quoi. Merci beaucoup à tous les deux pour votre confiance. Oui, c'est vrai. Danette. Ouais. Qui est-ce qui vous appelle Danette? C'est oui, Thomas. C'est Thomas et Victoire, celle qui travaille avec lui. Ils ont inventé ça. Les élections européennes 2019, vous en serez? Je les commenterai, mais je ne serai pas candidat. Là, c'est clair et net. Hein. Écoutez, j'étais 20 ans au Parlement européen. J'ai 73 ans. Écoutez, est-ce que les 5 prochaines années, mon rêve, c'est de faire passer 4 jours par semaine à Bruxelles ou à Strasbourg? Non. Mais Daniel, est-ce que vous vous sentez aussi plus vulnérable en raison de pépins de santé que vous avez connus? Non, c'est pas ça. Je suis plus vulnérable à cause d'un certain âge. C'est pour ça, quand on me dit 50 ans, 68, je rouspète, je dis c'est pas la peine de me rappeler tous les jours que j'ai 73 ans. Non, j'ai compris. Est-il vrai que vous avez déjà organisé votre enterrement? J'ai pas organisé, je parle, j'ai l'idée d'intervenir à mon enterrement. Donc d'écrire un discours? Pas d'écrire. De dire un discours. De dire un discours, d'avoir... Donc d'enregistrer, en fait, d'enregistrer une intervention. C'est drôle, hein? Ouais. Je voudrais être dans la salle, voir les gens qui me regardent quand je suis mort. Ça, c'est encore la malice. Voilà. On va au dos à dos ensemble. D'accord. Dos à dos avec vous, Daniel Cohn-Bendit, et des réponses du tac au tac. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureux dans la vie? 9,5. Pas mal. Votre geste le moins écolo? Que quand même, des fois, je prends un peu trop la voiture. Quelle règle n'avez-vous jamais osé transgresser? Il est interdit d'interdire, donc je ne vois pas. Quelle convention sociale vous agace le plus? Disons, le mensonge du mariage qui ne tient plus debout. Quelle est la critique qui vous a le plus blessé? Quand on m'a traité pour des écrits idiots de pédophile. Physiquement, qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous? Ah, si je perdais quelques kilos, ça serait pas mal. Surtout pour faire du vélo. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez invisible le temps d'une journée? Oh, j'irais, je suis curieux, moi j'aime les ragots, donc j'irais regarder un peu là où il ne faut pas regarder, chez des amis. Est-ce que vous avez le plus souvent quitté ou été quitté? 50-50. L'amour, c'est mieux avant, pendant, après? Avant, pendant et après. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou par amour? Je me rappelle que quand j'ai rencontré ma femme, qui n'était pas ma femme, eh bien, pendant 15 jours, j'ai inventé chaque jour quelque chose pour la séduire. Et ça a marché. Et ça a marché. Un titre de livre pour résumer votre vie? Waouh! Un titre de livre pour résumer ma vie. Till l'Espiègle.
Et si je vous dis Mick Jagger? Ça, c'est Satisfaction, c'est ma jeunesse, c'est notre jeunesse, et puis c'est une pulsion qui s'arrête jamais. On le savait. Ouais, on va terminer l'émission avec Satisfaction. À mon avis, ça va vraiment rester tout au long de cette journée dans nos têtes. Et en plus, vous avez une anecdote. Vous l'avez rencontré? Oui, j'ai rencontré, j'étais dans un restaurant à la Coupole avec mon éditrice, Betty Mialet. On déjeunait et à côté, tout d'un coup, je vois Mick Jagger. Alors, je lui dis bonjour, je sais pas, vous me connaissez pas, peut-être, je m'appelle Danny. Mais si, Danny Le Rouge et tout ça. Et je dis ah ben voilà, je travaille pour un petit journal en Allemagne aussi. J'aimerais bien vous interviewer. T'interviewer, je le tutoie tout de suite. Il me dit mais pas de problème. Il me donne son numéro parce qu'il est enregistré à Paris. Je prends son numéro. Trop content. Trop content. Et j'ai perdu le numéro. C'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Et donc, j'ai jamais pu interviewer Mick Jagger. Trop triste. Ouais. Alors que j'ai interviewé Woody Allen. Ouais. Et vous avez aimé? Ah, bah, c'était comme au cinéma. À la fin, il m'a dit je dois partir parce que je dois aller voir mon psy. Je croyais que j'étais dans un film de Woody Allen. Je voudrais remercier l'artiste qui est exposée sur le plateau de Thé au Café ce matin. Elle a pour nom Mulia, elle est autodidacte, elle propose comme ça des toiles instinctives. Elle met en scène des moments de la vie, du quotidien, avec des reliefs, des couleurs, des mots, des superpositions. Retenez son nom, Mulia. Vous avez aimé Sting et Shaggy? Ils étaient les invités de Thé au Café la semaine dernière. Vous pourrez revoir cette émission demain à 7h20. Un grand merci d'avoir pris ce thé ou ce café avec nous. Cette émission, bien sûr, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir aussi en replay. Portez-vous bien. Merci. Oui, vous venez quand vous voulez. Oui, on va essayer. Hein. On va essayer de se maintenir. D'accord. Et puis, on va faire un petit selfie. J'imagine que là, vous êtes arrêté en permanence, que ce soit à Paris ou à Francfort, pour faire les selfies. Je suis arrêté régulièrement, oui. Oui, mais ça va. Oui, c'est la vie. Vous acceptez. Sous les crampons, la plage, foot, politique, en fait, ce sont les trois axes. Hein, quand on doit connaître Daniel Cohn-Bendit, c'est le foot, c'est la politique et c'est l'amour aussi. Exact. Et même, je dirais, ce matin, je dirais la famille. Ok. Ça, je ne savais pas. C'est chez Robert Laffont. Au revoir. Merci de votre confiance et de votre fidélité. À demain.